Bonjour. Est-ce que c'est bon au niveau du micro? Super. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu Picard. Je fais partie du groupe InSuisse, qui est un groupe de fabricants de packs. Je suis accompagné de monsieur Morinville du bureau d'études de Prism Ingénierie, qui a donc eu travaillé sur la conception du dossier, et de monsieur Houssen Diawara de l'entreprise CPC Concept, qui a fait la pose des équipements. Donc je vous laisse vous présenter rapidement et présenter vos sociétés. Bonjour à tous, donc Franck Morinville du bureau d'études Prism. Donc on est un bureau d'études pluridisciplinaire basé à Quincampoix, à côté de Rouen, donc en Normandie, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Bonjour à tous, Houssen Diawara, CPC Concept, en entreprise d'installation, plomberie, chauffage et ventilation. Et nous sommes basés dans le 77 à Compan. Donc voilà, et donc ce qu'on voulait vous proposer, c'est du coup de faire une conférence avec fabricants, bureaux d'études et installateurs sur une thématique: comment implanter des pompes à chaleur dans des grands ensembles de logements, puisque c'est quand même, notamment dans le neuf, une grande question aujourd'hui. Et pour ça, on voulait vous proposer le cas pratique du dossier qu'on a fait ensemble de 100 logements à Pantin. Donc pour vous présenter tout ça, ce que je vous propose, c'est de commencer d'abord par une présentation rapide du système donc de pompe à chaleur collective. Ensuite, on rentrera dans le détail du projet avec les étapes de conception, donc la genèse, le développement et la conception des locaux techniques, et notamment le local dans lequel se trouvent les pompes à chaleur. Et ensuite, monsieur Diawara vous parlera de la pose des équipements, donc que ce soit la pose hydraulique, une partie sur le gainage et les équipements de protection hydraulique du réseau. Voilà. Donc pour commencer rapidement, le système qui a été mis en place à Pantin, c'est un système qu'on appelle le ZEPAC. C'est un système de pompe à chaleur collective. Donc c'est une ou plusieurs unités extérieures qui peuvent aller jusqu'à 80 kW, qu'on vient mettre donc ensemble pour générer le chauffage, l'eau chaude et potentiellement même le rafraîchissement d'un bâtiment collectif. Donc là, en l'occurrence, sur le dossier de Pantin, il n'y a pas eu de rafraîchissement, mais c'est une des possibilités. C'est donc un système où on peut mettre une ou plusieurs unités en cascade. On peut mettre jusqu'à 15 machines en cascade. Donc là, sur le dossier de Pantin, il y en a 3 de 80, c'est déjà pas mal. Si vous en avez 15 de 80, n'hésitez pas à nous appeler, je vous montrerai le stand tout à l'heure. Avec la possibilité, comme c'est le cas sur ce dossier, de gainer les équipements. Ce sont des équipements qui sont en liaison hydraulique uniquement, c'est-à-dire que l'intégralité du fluide frigorigène est dans l'unité extérieure. La liaison entre le module extérieur et le module intérieur, c'est que de l'eau. Donc il n'y a aucune contrainte liée à de la manipulation du fluide frigorigène. Et ça veut dire aussi que le local technique dans lequel il y a donc la production d'eau chaude et la distribution, c'est simplement une sous-station. On entre de l'eau et de l'électricité et rien d'autre. Voilà. Pas de gaz, pas de conduit d'évacuation de fumée, pas de contraintes à ce niveau-là. Ce qui permet du coup d'avoir des surfaces de locaux techniques qui sont très réduites, puisque voilà, en gros on est entre 10 et 15 mètres carrés pour 70 logements. Là, sur ce cas de figure de 100 logements, on était à moins de 20 mètres carrés, comme on le verra tout à l'heure, sur les plans. L'autre spécificité du système, c'est quelque chose dont vous avez commencé à beaucoup entendre parler aujourd'hui, c'est le fluide, le R290, le propane. Donc c'est un fluide qui a cartonné ces derniers temps pour deux raisons. Il permet d'avoir un très faible impact carbone. À part le CO2, c'est le meilleur fluide sur l'impact carbone, avec seulement 3,3 kg de CO2 pour chaque kilogramme de propane. À titre de comparaison, le R32 qui avait la cote jusqu'à récemment était à 675, donc 2 fois plus. Et les anciens fluides avec la nouvelle réglementation, que sont les 407-410, étaient à peu près à 2 tonnes de CO2 par kilogramme de fluide. Voilà. Donc forcément, sur le calcul carbone, c'est un impact majeur. Autre point, c'est le fait qu'on puisse sortir un primaire à 70 degrés jusqu'à moins 10 voire moins 15 extérieur. Ça permet d'avoir des régimes de chauffage 60-40, des régimes classiques, donc il n'y a pas besoin forcément d'adapter les émetteurs à la production. Ça peut être mieux pour optimiser les performances, mais ce n'est pas une obligation. Et ça permet aussi de faire une production de CS uniquement par les pompes à chaleur. Sachant que le système peut fonctionner jusqu'à moins 20 extérieur, donc ça veut dire que c'est opérationnel sur toute la France, y compris sur les zones de moyenne montagne. Après, sur les zones de haute montagne, il y a des questions de pression liées à l'altitude qui rendent l'implantation plus compliquée. Et enfin, c'est un fluide qui permet un très bon maintien du COP, puisque là, je vous en ai mis deux valeurs. Donc il y a le premier, le COP 7,45, donc 7 degrés extérieur pour une sortie d'eau à 45 degrés, qui est un peu un COP de référence, qui est à 3,8 et qui est très bon. Moi, celui qui m'intéresse surtout, c'est le COP à moins 7,65. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, en Ile-de-France, au plus froid de l'hiver, avec du coup la température de sortie la plus chaude, 65 degrés, on garde un COP, donc une performance de la machine de 2, ce qui est plus de 2 fois plus que ce que peut faire une chaudière gaz dans les mêmes conditions.
Voilà. Donc quand on dit parfois que les pompes à chaleur ça ne fonctionne pas en dessous de 0 degré et que le gaz c'est mieux, il va y avoir des installations où ça peut être vrai, mais ce n'est pas une vérité générale. Et enfin pour terminer, pour rester sur les pompes à chaleur, c'est un système où les pompes à chaleur ne vont jamais faire plus de 1,20 m de large, ce qui veut dire qu'au regard du DTU 4311 qui parle de l'étanchéité avec les pompes à chaleur, ça ne demande pas plus qu'une surélevation de 40 cm, ce qui veut dire en prenant la hauteur complète qu'on ne dépasse pas les 2 mètres au global, et ça parfois ça peut être très intéressant pour des questions de PLU. C'est un système sur lequel on a beaucoup travaillé l'acoustique. Donc déjà pour commencer, il y a des ventilateurs de grand diamètre pour limiter au maximum la vitesse d'air et donc du coup limiter le bruit lié à cette vitesse d'air. Et au passage, on a beaucoup travaillé aussi la conception de la machine, notamment avec les compresseurs qui sont sur des plots anti-vibratiles. La machine elle-même sera systématiquement posée sur un système anti-vibratile. Le compartiment dans lequel il y a tout le fluide frigorigène va être très chargé en termes d'isolation pour garder un maximum de bruit à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Et le dernier point qui est aussi lié à l'acoustique, c'est qu'on est sur des cascades de 2 à 3 compresseurs. Donc par exemple sur une machine de 80 kg que vous allez voir, c'est 2 compresseurs, ce qui permet d'adapter le fonctionnement et donc le nombre de déclenchements aux besoins et de ne pas avoir un compresseur qui va tourner tout le temps juste en réduisant un peu la vitesse, mais le bruit du compresseur sera là. Et enfin, ça permet aussi d'avoir une plus grande fiabilité dans le temps, puisque même chose, on ne va pas travailler en permanence sur un seul compresseur, mais on va équilibrer les temps de fonctionnement déjà sur une machine, et même sur une cascade comme un Pantin, on va équilibrer les temps de fonctionnement sur l'intégralité de l'installation en répartissant les fonctionnements des compresseurs. Voilà, c'était une petite introduction rapide pour vous présenter le système, et je vais laisser la main donc à Monsieur Morinville pour vous parler du dossier. Donc le projet, c'est un projet, un ensemble global. Donc c'est un dossier qui a été réalisé en conception-réalisation dans le cadre d'un concours pour un maître d'ouvrage qui est à Doma. Donc, construction d'une résidence sociale, donc type logement-foyer, qui est constitué de 101 logements, 101 studios, ni plus ni moins, et de quelques locaux communs à rez-de-chaussée, donc des bureaux, des vestiaires, laveries, des locaux assez traditionnels. Le dossier a été réalisé en conception-réalisation, comme je vous le disais, avec l'entreprise Générale Costantini, le bureau d'études, acousticien, Acoustibel, un architecte évidemment, PPX, et donc nous-mêmes en tant que BET fluide et économiste. Le contexte de l'opération, on se situe dans un milieu urbain relativement dense. Une atteinte des performances énergétiques, RT 2012, niveau E3C1. Donc pour mémoire, pour information, c'est un projet qui date de 2001, où toutes les dernières réglementations thermiques actuelles n'étaient pas encore rentrées en vigueur. On était encore un peu dans la phase transitoire et de test avec le niveau E+C-. La particularité également, c'est qu'à l'époque, le maître d'ouvrage n'avait pas de préconisation spécifique sur le projet en termes de production d'énergie. Ce qui nous a amené, nous personnellement, pour atteindre le niveau de performance requis, à nous orienter vers une solution pompe à chaleur. Initialement, la question qui pouvait se poser, c'était de se dire, à l'époque encore, il y avait encore beaucoup de chaufferies traditionnelles, voilà, on était en 100% gaz, ça fonctionnait très bien, tout le monde maîtrisait le sujet et il n'y avait pas de problème. Sauf que voilà, ce n'était pas évidemment compatible avec le niveau de performance thermique et énergétique requis. Il y avait à l'époque aussi une légère contrainte, on va dire. Le maître d'ouvrage n'était pas très chaud pour employer ce genre de système de production d'énergie. De fait, que c'était moins connu à l'époque, c'était moins rentré dans les mœurs, et de fait, il y avait une crainte. De même que la partie exploitation lui faisait un petit peu peur. Une chaudière, une chaufferie classique, des chaudières en cascade, tout le monde sait les gérer. N'importe quel exploitant. Les pompes à chaleur, on constate même encore actuellement que ce n'était pas encore le cas. Et également, le dernier sujet qui est relativement important, c'est effectivement les contraintes acoustiques. Nous, on a fait le choix ici de positionner les pompes à chaleur dans un local, mais ce n'est pas venu directement aussi de façon logique. Je vais repasser la parole à Mathieu pour la partie dimensionnement. Merci, je reprends effectivement rapidement la main. Donc, sur le dimensionnement, en fait, on va s'appuyer sur 2 choses. Donc évidemment sur les besoins de chauffage, pour pouvoir faire l'intégrité du chauffage, c'est quand même vachement mieux. Et aussi sur le calcul des besoins d'eau chaude. Pour les besoins d'eau chaude, on s'appuie sur un guide qu'a proposé l'ADEME et le CAUSTIC en 2019. Donc c'est une deuxième version d'un guide qui avait déjà été proposé en 2016, sur lequel concrètement, si je résume drastiquement, parce qu'il est beaucoup plus complexe que ça, on a à peu près 75 litres à 60 degrés
par logement, plus ou moins 25 litres. Et après, il faut un travail sur un foisonnement en fonction du nombre de logements. Donc, comme m'a dit M. Morinville, les 100 logements, c'était des 100 studios. On avait décidé de les approximer en logements étudiants au niveau du dimensionnement, ce qui nous a amené à, grosso modo, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais presque 3000 litres de besoin de stockage, 2840. Ces 3000 litres, on les a répartis sur 2 ballons. Un ballon de 2500 litres et un ballon de 500 litres. Le ballon de 2500 litres, c'est le plot de stockage principal. C'est lui qui reçoit l'eau froide, qui va avoir la majorité du stockage, qui va se déverser dans un plus petit ballon de 500 litres, qui fait partie de la ligne stockage, mais qui va aussi et surtout servir à maintenir la boucle en température. Alors pourquoi travailler comme ça? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, ça permet d'avoir de la réactivité sur le maintien de la boucle en température. On a un plus petit volume à réchauffer, et donc forcément, on vient plus vite le réchauffer, et donc on maintient mieux les exigences vis-à-vis de la légionelle. Deuxième point, ça permet d'éviter que le retour de boucle ne vienne refroidir, puisque le retour de boucle est forcément plus froid que la température de stockage, ne vienne refroidir un trop grand volume. Et du coup, qu'on perde comme ça dans la capacité de l'installation à répondre aux besoins. Et le dernier point, en fait, c'est l'inverse. Ça permet, quand on va avoir des gros besoins et que le ballon de 2500 litres va se vider, d'éviter que le retour de boucle ne vienne dans de l'eau froide et du coup retombe non pas à 50, mais dramatiquement à 40 voire 35 degrés, et qu'en fait ça mélange l'intégralité du ballon et qu'on perde encore une fois sur d'une, la capacité du volume à répondre aux besoins, et de deux, la capacité de l'installation à maintenir la boucle en température. Donc c'est pour ça que généralement on répartit toujours les productions sur au moins 2 ballons, dont un ballon de bouclage plus petit que les autres. Ensuite, le besoin était de 135 kW. On a donc répondu avec 3 machines de 80 kW, parce qu'à moins 7 pour un départ à 70 degrés, les 3 machines de 80 kW vont produire à peu près 150-155 kW, donc ce qui est largement suffisant par rapport aux 135, et ce qui permettait d'inclure le besoin de production d'eau chaude et la déperdition de la boucle. Voilà, je vous laisse reprendre la main pour la suite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'installation des pompes à chaleur a été réalisée donc, dans un local technique. Initialement, il y avait une étude qui avait été faite pour les positionner sur des toitures terrasses. Et voilà, le milieu urbain, comme je le disais en préambule, est relativement dense, et finalement, c'était nettement plus contraignant de les positionner en toiture terrasse qu'en local technique. Le local technique, il y a évidemment néanmoins aussi des contraintes acoustiques à respecter. On a des avoisinants tout de même, et on a aussi accessoirement, comme je le disais tout à l'heure, on a 101 logements qui sont directement positionnés au-dessus, là on ne le voit pas forcément évidemment ici sur les photos, mais qui sont positionnés directement au-dessus du local technique. Donc il y a une approche globale qui a été faite donc par nous-mêmes, bureau d'études, mais en collaboration évidemment avec l'acousticien et la société InSuisse, voilà, avec lesquels on a travaillé tous ensemble pour apporter les meilleures solutions techniques. Donc en quoi ça consiste? Déjà à gainer les packs pour pouvoir faire la prise d'air et le rejet sur des grilles, donc des grilles qui sont traitées acoustiquement, qui ont été à la fois dimensionnées pour respecter les vitesses de passage d'air conformément aux prescriptions du fabricant de grilles. Si les vitesses de passage d'air sont trop importantes, les préconisations acoustiques, l'atténuation acoustique n'est plus respectée. Si la vitesse de passage est trop importante, aussi le niveau par pluie peut aussi ne pas être respecté. Donc, comme on peut le voir sur la photo, avec la télé ça ne marche pas bien, la photo du milieu en bas, donc on a d'un côté la prise d'air, donc qui permet vraiment qui est dimensionnée donc de mémoire autour des 3 mètres secondes pour respecter donc les contraintes acoustiques des grilles et permettre donc au ventilateur d'avoir le flux d'air nécessaire pour le bon fonctionnement des machines. Et donc la photo de gauche, on voit bien en bas donc le gainage des packs qui est réalisé par des pièces adaptées à la forme du local, tout simplement, avec, on le voit un peu plus loin ici, donc des rejets côté arrière du bâtiment. Donc ces grilles permettent vraiment de respecter l'ensemble du traitement acoustique du local, avec en plus, là on le voit, c'était vraiment en cours de chantier, un traitement évidemment interne au local. Donc là, des doublages thermoacoustiques qui permettent de pas avoir d'atténuation, qui permettent d'avoir une atténuation sonore vis-à-vis des logements qui sont positionnés directement au-dessus du local. Les locaux donc, sont relativement exigus. On est donc sur un projet en Pantin, donc c'est assez durement travaillé avec l'architecte pour avoir les surfaces qui étaient nécessaires, mais bon, globalement, on a réussi à s'en sortir.
et respecter donc les espaces d'exploitation de maintenance qui sont demandés par le fournisseur. Je passe la parole. En ce qui concerne le local technique, il a été réalisé dans une petite surface, mais avec les c'est une installation classique en fait. Vous avez un ballon de stockage et un ballon de préparation. L'installation c'est typique comme une production d'ECS et chauffage normal. On fonctionne avec deux pompes doubles jumelées et désolé, j'ai un petit peu le trac. Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est simplement sur du travail en eau. Donc avec, alors là en l'occurrence, ce n'est pas, c'est pas le schéma d'implantation du local, mais c'était pour montrer un exemple avec donc du coup le circuit qui va venir des pompes à chaleur jusqu'à un module qu'on va appeler le module pilote, qui est un module hydraulique avec la régulation intégrée. Depuis ce module, il va y avoir un départ chauffage et il va y avoir ensuite la distribution vers des préparateurs sanitaires, donc le ballon de 2500 et le ballon de 500 litres qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, c'est pour ça que le schéma est un peu flou à l'image, mais c'était pour montrer qu'on est sur du classique, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir, si besoin, le traitement d'eau via adoucisseur, le siphon de sol, une petite VB et une VH, parce que même en local technique, il faut toujours avoir une VB et une VH. Le coffret électrique et puis lumière, on va avoir la pompe de bouclage, on va avoir le mitigeur, bref. Sortie de la notion de c'est des pompes à chaleur qu'on a installées, on est sur une installation qui en fait est très classique. Vous remplaceriez le pilote et pompe à chaleur par une chaudière, vous auriez exactement la même installation, à ceci près qu'il faudrait le conduit de fumée avec tout le dégagement qui va avec pour pouvoir justement évacuer la fumée. Oui, donc effectivement, pour compléter ce que vient de dire Mathieu, on est au-delà de l'aspect pompe à chaleur, on est vraiment sur une installation complètement traditionnelle. On a un traitement d'eau, donc un adoucisseur, un circuit donc, de production ECS. Et c'est ça aussi qui est intéressant via le matériel proposé par N-Suisse, c'est qu'on a une solution aussi globale. Donc, à la fois donc, évidemment les pompes à chaleur, mais aussi la production d'eau chaude sanitaire. Ce qui permet de traiter l'ensemble des équipements, du matériel et de la régulation de manière globale. Donc c'est intéressant à la fois pour nous, bureau d'études, ça permet quand même d'avoir une certaine sécurité, mais aussi pour l'installateur et derrière pour le futur exploitant. Donc traitement d'eau, effectivement, après, on a un circuit de production de chaude sanitaire, un circuit de chauffage pour la partie logement et un circuit de chauffage pour les locaux communs, parce qu'il y a une légère différence en termes de traitement et de programmation horaire. Et c'est vrai qu'au-delà de l'aspect pompe à chaleur, la conception générale et globale est vraiment tout à fait, traditionnelle. Sachant que sur le schéma, donc au détail près de la pompe de boucle et du mitigeur, l'intégralité est gérée par le pilote, par régulation, donc y compris la 23 voies qui forcément va être réglée sur une loi d'eau au besoin, puisqu'on peut avoir une production de 16 simultanée. Donc sur le reste de l'installation, un point sur lequel on aime toujours bien revenir, c'est malgré tout rappeler les indispensables d'un réseau hydraulique qui ont pu être un peu oubliés ou mis de côté parfois sur des équipements de chaudière, mais qui, pour que les équipements, y compris les chaudières, soient pérennes, normalement sont assez indispensables. Donc on va avoir un pot à bout magnétique qu'on va positionner sur le retour des packs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le positionne pas sur le retour du réseau chauffage mais sur le retour des packs? Tout simplement parce qu'en fait, on va avoir des longueurs de tubes entre la PAC et le module intérieur, longueurs de tubes qui vont être en circulation, y compris l'été, lorsqu'on va avoir que des besoins de production d'eau chaude. Et donc potentiellement, c'est des longueurs de tubes qui peuvent générer des boues, qui peuvent générer de l'air. Et le fait de positionner le pot à bout sur le retour chauffage voudrait dire que pendant tout l'été, en fait, les boues qui seraient générées entre la PAC et les ballons d'eau chaude ne seraient pas traitées. Donc pour ça, on préfère le positionner sur le retour de la PAC. Comme ça, quelle que soit la configuration, logiquement, c'est que la PAC fonctionne. Et donc, logiquement, c'est que le pot à bout protège l'installation. Pour accompagner ça, on va avoir après les classiques, donc c'est-à-dire le vase d'expansion, un pot d'injection, les disconnecteurs, des compteurs s'il y en a. Et après, vous voulez ajouter quelque chose? Deux éléments, pareil, un classique, on traite le circuit primaire, parce que notamment au démarrage, parce que sur un chantier, tout simplement, les tubes peuvent être, quand ils sont neufs, il faut pouvoir les décaminer, les traiter. Potentiellement, ça aura un petit peu traîné sur le chantier et avec le temps, ils auraient pu s'encrasser. Donc plutôt que de tout renvoyer immédiatement dans la machine avant même qu'on ait démarré, on les traite.
Et enfin, le dernier point, c'est la protection hors gel. Les pompes à chaleur, même quand elles ne sont pas à l'extérieur, sont toujours dans un local où on va amener la température extérieure puisqu'on amène l'air extérieur. Et donc forcément, dès qu'on approche ou qu'on descend en dessous des 0 degrés, si jamais il y a une pompe à chaleur qui est à l'arrêt ou si jamais, parce que ça peut arriver, une installation qui est en panne, eh bien, il faut toujours prévoir une protection pour que si jamais l'eau prenne en gel, eh bien, l'installation soit déjà protégée et prête à réagir. Donc ça, il y a deux possibilités globalement. La première, c'est le glycol. Donc vu que l'hydraulique qui passe par les pompes à chaleur va aller jusque dans les radiateurs, c'est pas interdit mais on va éviter. Je pense que les mainteneurs vous apprécieront d'éviter ce geste. Et donc l'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle des protections anti-gel. Donc là vous avez une soupape anti-gel de chez Calefi, vous avez des cartouches exogel qui existent également. L'idée c'est simplement d'être une petite soupape thermostatique, c'est-à-dire que dès que l'eau va s'approcher un peu trop des 0 degrés, donc en général selon l'étalonnage c'est à 2-3 degrés, eh bien la soupape va s'ouvrir, l'eau va être évacuée et si jamais il y a une prise en gel, l'expansion, donc l'augmentation du volume de l'eau liée à cette prise en gel va être évacuée à l'extérieur, ce qui fait que les canalisations internes et externes à la machine et l'échangeur sont protégés. Le seul inconvénient, c'est que du coup, il faudra remplacer la soupape et il faudra remettre de l'eau. Enfin, je vous rappelle qu'on a une installation qui a logiquement plus d'électricité à l'intégralité du bâtiment. Je peux vous dire que sur un dossier de 100 logements, bon, c'est pas le plus grave de juste avoir à remettre de l'eau dans des tubes. Voilà. Et donc je dirais pour conclure, donc c'est une opération donc à chantier qui a été réceptionnée donc en décembre 2004. Donc gros avantage donc en plein hiver. Par rapport aux craintes vis-à-vis de l'acoustique, moi le premier. Donc, étant donné que ça a été réceptionné en décembre, donc l'installation était vraiment en plein fonctionnement. Et le premier, donc moi le premier, j'étais vraiment très très surpris et agréablement du niveau sonore, que ce soit. Alors, je ne suis pas acousticien, donc je n'ai pas pris de mesure à titre personnel, mais que ce soit dans le local ou à l'extérieur du local, à 1 mètre des façades, à l'extérieur, on entend franchement, mais presque rien. Ouais, il y a vraiment eu un bon traitement global, une bonne analyse en amont, et c'est ça qui est vraiment important, c'est le travail collaboratif. Bon, ça, on le dit, on le répète souvent, mais après, il faut l'appliquer. Donc voilà, il y a eu une parfaite collaboration entre le fournisseur, le fabricant, l'acousticien et nous-mêmes. Et ensuite, évidemment, l'entreprise au final pour que tout cela soit installé dans les règles de l'art, conformément aux études, pour un bon fonctionnement. Donc voilà, l'installation a été réceptionnée maintenant il y a un peu plus d'1 an. On n'a pas une nouvelle, donc je dirais qu'a priori c'est plutôt bon signe, c'est que tout fonctionne bien. Si on revient justement, même s'il n'y a pas de relevé acoustique, si on revient sur les slides précédentes, ce qu'on n'a pas dit mais qu'on peut voir sur justement les grilles extérieures, c'est qu'ici il y a une fenêtre, et ici il y a directement la grille du local pack. Donc autant dire que si l'acoustique était un problème, on le saurait vite. Et là, on a les grilles de soufflage. Donc potentiellement, on pourrait se dire que le bruit va sortir là. Il y a également une fenêtre ici. Donc voilà, on aurait beaucoup de plaintes si c'était vraiment problématique. Merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions, on prend juste le temps de mettre les casques et on vous répond. Oui, Hugues Thiens, Terme Presse. Je voudrais savoir s'il y a eu des problématiques spécifiques au niveau du raccordement électrique, de la puissance. Et puis, c'est une première question. Et la deuxième, est-ce que vous avez des résultats chiffrés en termes de consommation d'énergie, sobriété? Alors, sur la partie installation, je vais laisser M. Dawara s'exprimer puisque c'est ses équipes et lui-même qui l'ont fait. Voilà, globalement, à la base, sur le dimensionnement, il s'agit surtout tout simplement de prévoir les puissances électriques, donc les raccordements électriques et les puissances KVA qui correspondent aux besoins des machines. Voilà. Après, sur le reste, je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience à proposer. Non, on n'a eu aucun problème sur le raccordement électrique ni hydraulique, ça s'est très bien passé. On a fait la demande auprès de Enedis pour avoir la puissance demandée et ça a été fourni. Et on consomme très peu. Oui, donc effectivement, pour compléter la réponse, l'installation électrique, finalement, elle est très très simple. Hein. Au-delà du raccordement Enedis, la partie sous-station, je dirais c'est du classique, hein, c'est une armoire électrique qu'on vient alimenter depuis le TGBT. Et les pompes à chaleur, c'est la même chose. Hein. On a trois pompes à chaleur. Les puissances de raccordement électrique sont données par le fournisseur, par le fabricant. Et donc on a 3 câbles, ni plus ni moins, qui partent directement du TGBT,
pour alimenter chaque pompe à chaleur dans le local dédié, tout simplement. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et par rapport à votre seconde question sur la partie consommation d'énergie, non, nous, en l'état actuel des choses, on n'a pas de retour. Bon, après, on pourrait en avoir, sachant qu'effectivement, il y a des compteurs d'énergie qui ont été installés pour chaque départ. Bon, ça, c'est conforme à la réglementation, donc chauffage et eau chaude sanitaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc l'installation a été réceptionnée il y a un peu plus d'un an. Donc, en l'état actuel des choses, malheureusement, non. Effectivement, on n'a pas encore de retour sur les consommations réelles de l'installation. De notre côté, c'est des informations qui nous intéressent énormément de prouver l'efficacité des machines. Voilà, comme on est sur une réception encore récente, donner les résultats d'une première année, on le sait statistiquement, soit c'est une année pas très froide, soit c'est une année très froide. Voilà, on préfère aussi laisser un peu le temps à l'installation de s'affiner sur le rythme et d'avoir plusieurs années de fonctionnement pour essayer de justement déterminer une consommation réelle et pas une consommation sur un point donné. Résoudre le problème acoustique en milieu urbain, avez-vous envisagé la solution consistant à mettre les packs sur le toit, mais à l'intérieur d'un shelter où il y aurait des grilles d'aération et des conduits d'évacuation et d'entrée d'air finalement identiques à ce que vous avez fait dans le local au souterrain? Oui, effectivement, oui. Cette solution a été envisagée. Néanmoins, donc voilà, il y a un aspect global qui est à prendre en compte dans le cadre d'un projet. Ça, bon, pareil, je ne vais rien vous apprendre. Il y a l'aspect exploitation-maintenance. Donc, vis-à-vis effectivement des différentes contraintes acoustiques, que ce soit en haut ou en bas, je dirais la solution simple, effectivement, c'est de mettre les packs en toiture sans protection acoustique particulière. Mais étant donné qu'on devait prévoir une enveloppe globale de traitement, finalement, autant les mettre à rez-de-chaussée pour un accès ultérieur largement simplifié pour la partie exploitation-maintenance. Donc là, on a vraiment un local qui est accessible quasiment on a un petit jardinet local qui est accessible directement depuis la rue principale et qui permet vraiment une exploitation la plus simplifiée possible. Donc de manière générale, voilà, c'était plus simple et plus cohérent de mettre ce local finalement à rez-de-chaussée. Mais votre solution serait difficilement applicable, par exemple, en relève d'une chaufferie existante en sous-sol. Je suis d'accord, effectivement, c'était pas l'objectif. On est dans le cadre d'un projet neuf avec une atteinte de... Neuf, ce n'est pas les mêmes contraintes. Non, tout à fait. Ouais. Donc là, voilà, on avait des performances globales thermiques à atteindre, donc le choix s'est fait rapidement sur cette solution. Alors effectivement, là on est sur un projet purement neuf. C'est vrai que pour le coup, sur la rénovation, en fait, là où on peut un peu standardiser avec des gros guillemets les opérations neuves, la rénovation c'est un projet, un cas de figure, et donc on va trouver des solutions différentes à chaque fois. Parfois on va avoir la possibilité, parce qu'on a la place, de mettre l'intégralité de la production et de la remplacer. Parfois on aurait la place, mais la structure fait que ça ne supporterait pas le poids des machines, ça demanderait trop de travaux, et du coup on a une structure partielle. Parfois voilà, on fait aussi avec la place qu'on va avoir. À savoir que donc ce que vous parliez, le shelter, alors certains appellent ça aussi atropézienne, donc c'est le fait d'avoir sur une toiture pente une ouverture, on va dire, au niveau de l'arête, au niveau de la crête, qui permet d'avoir les machines entre eux, donc les deux pans de toiture. Ça, c'est des choses qu'on a aussi été fait, notamment, là on parle de Pantin, donc dans les Hauts-de-Seine, mais à Sartrouville, dans les Yvelines, pardon. Et c'est aussi une solution qui est mise en avant par le guide Qualitel acoustique. Donc vous retrouverez parmi les éléments que propose Qualitel sur l'implantation des pompes à chaleur. Bonjour. J'aurais voulu savoir, on utilise un gaz qui s'appelle le R290 et je voulais savoir en fait quelles sont les mesures de sécurité que vous préconisez, les analyses de risque que vous préconisez pour les usagers futurs en fait de ce type d'installation. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, donc on est sur le R290, donc en français ça se dit propane. Donc c'est un fluide inflammable, voilà. Et contrairement au propane domestique, c'est un fluide qui est inodore, puisque en fait dans le propane domestique, on injecte un produit justement pour le sentir et limiter les risques pour les usagers. Donc à ce niveau-là, il y a une réglementation qui cadre, qui s'appelle une norme. La différence, c'est que la norme n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée, qui s'appelle donc la EN 378 et qui caractérise plusieurs cas de figure. Là, on était dans un cas de figure que nous, on appelle Intuis, donc cas numéro 2. Après, ça va être des appellations différentes à chaque fabricant. L'idée étant qu'on n'est pas sur une installation à l'air libre, puisqu'on est sur une installation dans un local, mais on est sur une installation qui est au niveau du sol ou au-dessus. Ce qui fait que les risques de stagnation par ventilation naturelle sont limités, puisque
le propane et n'importe quel fluide frigorigène, y compris le CO2 étant plus lourd que l'air, le fait d'avoir une installation sous le sol, forcément, rend difficile l'évacuation naturelle. Là, le fait qu'on soit au niveau du sol veut dire qu'en fait, la EN 370 va demander à ce que la surface d'ouverture cumulée soit d'à peu près 80% ou plus de la surface du plus grand mur extérieur. Donc je reprends, vous prenez le plus grand mur qui est ouvert sur la façade extérieure, vous prenez sa surface, il faut que l'ensemble des ouvertures fasse au moins 80% de la surface de ce plus grand mur. Voilà. Et donc dans ce cas de figure-là, en fait, on répond à la EN 368, et là c'est exactement le cas, puisque, si on peut juste revenir sur ça, c'est juste avant, même encore avant, en fait, quand on regarde, donc le plus grand mur extérieur est ici, donc c'est le mur avec les grilles, et si on revient justement sur les photos, on voit qu'on a donc du coup les grilles qui ont les ouvertures, plus une ouverture conséquente sur l'arrière du local, plus deux ouvertures, et même une petite ici qui donne directement sur le local. Et c'est ce qui permet d'atteindre les 80%. Et à partir de là, la norme considère qu'en fait, il y a assez d'ouverture pour que, par action du vent, le fluide puisse s'évacuer naturellement si jamais il devait y avoir un souci, et donc ne pas causer de risque pour les résidents du bâtiment. L'autre point, c'est que c'est un local dit technique, donc c'est pas un local dans lequel les personnes non formées pourront rentrer, donc c'est à la limite aussi les risques. Bon, et bien il semble que les questions, on n'ait plus le temps. Merci beaucoup d'avoir assisté à la conférence. Merci. Merci d'avoir été avec nous, et vous pouvez nous retrouver dans la salle juste à côté, au stand d'Intuis. Merci.